a nuestra invitada, Michelle Bélanger. Michelle Bélanger es licenciada y maestra en museología de 2009 a 2016. Fue directora general del Museo del Abenaki en Otanak. Bajo su dirección, el museo recibió múltiples premios nacionales que sería prolijo destacar. Este museo es un organismo cultural que difunde y valoriza la arqueología en toda la provincia de Quebec. Por supuesto, nuestra amiga Bélanger también forma parte de consejos de administración de organismos culturales, museísticos y turísticos de Quebec. Ella nos va a hablar entonces hoy del poder atractivo y unificador de la arqueología comunitaria. Démosle la bienvenida. Hola. Je vais parler français, mais donc la traduction simultanée va se faire. J'ai changé quelque peu le titre de ma présentation. C'est en fait un musée animé par sa communauté, le musée des Abénakis. Donc, je ne vois pas la présentation. Ah, merci. Ah. Ça fonctionne? Merci. Donc, je vais aborder un peu de géographie et de démographie. Au Québec, on parle de 11 Premières Nations, seulement qu'au Québec, donc on parle beaucoup plus, c'est une grosse différence au niveau en termes de nombre ici au Mexique. Je vais situer aussi le musée des Abénakis, son historique, sa mission, et également la mobilisation de la communauté d'Odanak en vous donnant des exemples et des retombées et la période de questions naturellement dans ce sujet. Donc, quelques données pour situer le Québec, donc au Canada, la province du Québec, où on voit la flèche, en fait, c'est la communauté d'Odanak, une petite communauté de 300 habitants qui sont tous Abénakis ou métis, ou même des Québécois puisqu'ils vivent avec des Abénakis. Pour vous donner un petit peu plus d'informations sur les communautés autochtones au Québec, donc 11 nations, on parle environ 92 000 personnes qui sont reconnues comme étant des autochtones, mais qui n'habitent pas nécessairement dans des communautés, parce que il y a le concept, je ne sais pas si c'est comme ça ici au Mexique, mais le concept de communauté ou de réserve autochtone, où des gens y vivent en communauté, c'est plutôt fermé. Abénaki, Odanak est une communauté abénakise où c'est beaucoup plus, si on veut, ouvert sur les autres communautés, parce que c'est très près de Montréal et de Québec. Mais si on va un petit peu plus au nord, dans d'autres communautés autochtones, on s'aperçoit que c'est vraiment très, très fermé. Et même nous, parce que moi, je le mentionne, je ne suis pas autochtone, donc je suis la première québécoise qui a dirigé, je dis bien qui a dirigé, parce que depuis 5 semaines, je ne suis plus au musée des Abénakis, je suis maintenant au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, mais donc j'ai été la première non-autochtone à diriger le premier musée autochtone du Québec. Donc je vais vous expliquer tantôt, il y a eu aussi une incidence, si on veut, sur les activités du musée et la façon aussi que les gens se sont réappropriés leur musée. La population autochtone, elle n'est pas très âgée contrairement à la moyenne au Québec. Donc, on parle de moins de 50% qui ont 30 ans, moins de 30 ans. Donc, c'est des communautés qui sont très animées, si on veut, par leurs jeunes, mais ça présuppose aussi qu'il y a
y a des côtés négatifs parce qu'il y a un fort taux de suicide dans les communautés autochtones au Québec. On parle de 10 nations autochtones, si on exclut, là-dedans on ne comprend pas les Inuits, donc c'est 40 communautés qui sont réparties à travers le Québec. Il y a 2 communautés abénaquises, au Danak, où est situé le musée, mais il y a aussi la communauté de Willinak, qui est une autre communauté abénakise d'environ une centaine de personnes. Donc, pour mieux situer, la communauté d'Odanak est située dans une région du Québec qui s'appelle le centre du Québec, qui est une région qui n'est pas très portée sur la culture, qui est plus agriculture. C'est une région qui est, si on veut, une heure entre Montréal et Québec. C'est une région qui est plus ou moins aussi, qui favorise plus ou moins le développement touristique. Donc, c'est un défi lorsqu'on a un musée qui est établi depuis 50 ans dans cette région-là, de faire venir des touristes chez nous. On parle d'une fréquentation de 7000 visiteurs par année, ce qui n'est pas beaucoup pour, quand même, pour être le seul musée abénaki au Québec. Donc, 7000 visiteurs, c'est très loin, j'imagine, de ce que vous recevez ici à Bonneton. Donc, passons aux choses qui concernent un petit peu plus le musée des Abénakis. Premier musée autochtone qui a ouvert ses portes il y a déjà 50 ans, donc l'année passée, en 2015, le musée fêtait ses 50 ans. Avant, dans le bâtiment du musée, avant l'établissement du musée, c'était une école catholique. Parce que la communauté d'Odanak, c'est une mission catholique. Donc, lorsqu'il y a eu les premiers contacts, les Abénakis étaient situés dans une autre communauté. À l'époque, les Jésuites leur ont demandé de se déplacer vers la rivière Saint-François parce que la rivière Saint-François était une rivière très importante pour, si on veut, contrer les attaques britanniques pour protéger Montréal et Québec. Et les Abénakis se sont installés à Odanak, mais avec le prêtre, à l'époque les missionnaires. Donc, il y a toujours eu cette culture, si on veut, culture abénakise, mais aussi une présence très très forte de la culture catholique, de la présence des missionnaires. Ce qui fait que dans l'ancien bâtiment où est logé le musée, c'était une école catholique de 1880 à 1960. Les sœurs Grises qui enseignaient l'école à tous les petits Abénakis, qu'ils soient non catholiques ou même protestants. Donc c'était un passage obligatoire. Et ça faisait en sorte aussi que ces gens-là ne pouvaient plus avoir aucune manifestation culturelle. Les chants, la langue, la danse étaient prohibés. C'était vraiment strictement interdit d'avoir toute manifestation culturelle. Même en dehors de l'école, à la maison, le prêtre surveillait tout ce qui se faisait. En 1960, l'école a fermé et c'est justement ce qui est dans le livre. C'est justement le premier prêtre de la communauté. Le prêtre à l'époque qui a dit pourquoi ne pas en faire un lieu culturel, un musée. Parce que justement que les Abénakis se réapproprient leur culture. Ils avaient pendant longtemps délaissé ou en fait on leur avait forcé. Donc ici, quelques photos de l'école à l'époque. Je mentionnais que tant les Abénakis qui avaient été convertis au christianisme que non pas les adoptables, je cherche mon mot, catholiques ou les anglo-catholiques. Merci. Les protestants. Pardon. Donc les protestants étaient obligés d'aller à l'école. Donc ce qui faisait aussi on leur empêchait de parler leur langue maternelle, mais aussi leur langue dont ils avaient appris par l'influence britannique, parce que les Abénakis étaient et au Québec, mais également aux États-Unis. Donc, de se réapproprier ce lieu-là en tant qu'école, pour en faire un gardien de leur culture, il y a eu en fait des gens qui ne voulaient pas venir au musée à l'ouverture du musée, parce qu'on se remémorait les années lorsqu'on était à l'école. Et d'autres qui disaient, bon, c'est une forme en fait, de réappropriation des lieux de notre culture et d'en faire un lieu très fort. Donc, on voit ici le missionnaire Élie Dolan, qui a aussi fait beaucoup pour la culture autochtone. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent le cinéaste Xavier Dolan, sûrement, le cinéaste québécois. Donc, c'est le petit-neveu Xavier Dolan et le petit-neveu du fondateur du musée. Le musée, à l'époque, c'était un cabinet de curiosité. En fait, le pays de l'âme, avec les gens de la communauté, avait décidé d'amasser des objets.
qui n'étaient pas nécessairement des objets qui dataient de plusieurs siècles, parce qu'on sait aussi qu'au niveau de la culture autochtone, le rapport avec la muséologie est très différent du nôtre. Eux autres, c'est des objets dont ils se servent, ce n'est pas nécessairement des objets muséaux. Donc, il n'est pas rare qu'on a un petit musée à la maison, les gens prêtaient au musée, parce que ça fait toute une différence. Le musée n'est pas propriétaire de ses collections, mais la majorité, 95% des objets sont des objets qui sont prêtés par les familles. Donc, le musée est constitué au fil du temps par des objets comme ça qui avaient une valeur sentimentale et familiale très grande pour les animaux. La muséographie se faisait en fait avec des gens de la communauté, on participait aux activités, on participait à l'élaboration des expositions, sans nécessairement avoir un souci de conserver ces objets-là dans des réserves qui étaient appropriées avec des normes de sauvegarde qui sont maintenant applicables aujourd'hui. Il y avait aussi une volonté de se tourner vers l'autre. Donc, les allochtones, les non-autochtones, ou même les autochtones des autres communautés, venaient à Odanak lors des powwows. Un powwow, c'est une grande fête où, justement, on partage avec les gens qui sont présents la danse, les chants et la langue. Donc, beaucoup de manifestations à l'époque habillées avec naturellement les vêtements traditionnels. Donc, c'était une façon pour eux, de 1965, de l'ouverture du musée jusqu'à la rénovation du musée en 2005, de se tourner vers les autres, puis de dire on est là, on est bien ancré dans nos racines, on a envie de partager avec vous nos savoir-faire encore très présents, et c'était pour eux à chaque fois un rassemblement et de faire d'une façon qui était plutôt spontanée, je dirais. Donc, au cours des années, le musée acquis passablement d'objets, surtout de la culture abénaquise, mais aussi des dons de gens qui avaient des objets à la maison qui n'étaient pas nécessairement reliés à la culture abénaquise, mais plus à la culture autochtone en général. Et on le voit dans les photos, on peut voir les expositions, c'était vraiment, comme on dit, un cabinet de réussite. Le ministère de la Culture du Québec a demandé aux dirigeants du musée des Abénaquis dans les années 90 à ce que le musée soit rénové, parce que le musée ne contenait plus aux normes au niveau muséologique, et donc des normes de température et de conservation, ce qui était en fait fait en sorte que les objets étaient pour être mis en péril à cause de ces conditions. Comme aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, c'est pas rare de voir dans le musée, il n'y avait pas d'air climatisé, les gens touchaient aux objets carrément parce que ça leur appartenait aussi, donc les visiteurs, il n'y avait pas vraiment de normes bien établies. Donc en 1990, le musée a reçu un ultimatum et on a demandé aux dirigeants à ce moment-là de faire une rénovation complète du musée et de doter le musée de réserve muséale qui permettrait de mieux conserver la collection. Voici le nouveau musée agrandi et avec une réserve muséale qui est remplie de directeurs de musée, de muséologues, même à travers le monde. L'exposition, la nouvelle exposition a été confiée à des muséologues qui n'étaient pas autochtones, qui n'étaient pas issus de la communauté. Donc, très belle exposition qui va bien défier le temps. Donc, on est déjà rendu à 10 ans. L'exposition nous montre des objets. Et contrairement à ce qu'une présentation ce matin, ce sont des objets, ce ne sont pas des pièces, ce sont des reproductions. Et ça n'est pas mentionné nécessairement dans les textes, soit les vignettes des objets. Ce qui fait qu'à l'ouverture du musée, les gens de la communauté ont été conviés, sont venus voir le musée. Et ils étaient très choqués de voir ce qui était là parce que ça ne les représentait plus. Ces gens-là ne voyaient plus leurs objets. Alors, la première chose, qu'est-ce qui est arrivé de nos choses, de notre patrimoine familial, de notre patrimoine abénaquis? Plusieurs pensaient que les objets avaient été vendus aux enchères et que ça persiste encore cette perception-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là n'avaient pas été consultés dans l'élaboration de cette exposition-là qui devait les représenter auprès de gens qui ne les connaissaient pas. Pour certains, si jamais vous avez la chance de venir au Québec, si vous avez la chance de venir au musée des Abénaquis, qui est un des 5 musées autochtones du Québec, et que vous allez au musée Huron-Wendat près du Québec,
une autre communauté autochtone, vous ne verrez pas de différence dans la mise en exposition, dans la présentation des objets. C'est vraiment très, très similaire. Donc, les Abénaquis disaient, qu'est-ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'une des Premières Nations, ce qui était qu'on est tout à fait différent des Wendat, une autre communauté, on est différent des autres communautés. Mais si on visite notre musée, on ira voir notre ADN, notre propre langue. Donc ici, on voit les réserves avec maintenant, il y a tout près de 25 000 objets issus de la découverte archéologique. Donc, c'est écrit petit. Je me suis permis de faire la traduction espagnole, j'espère que j'ai pas fait d'impact. Mais en fait, le musée, à l'époque, il était dirigé, lorsqu'il était ouvert, c'était pour convier les gens de la communauté à des activités, à s'occuper de, on dit même, économiquement, le musée avait un certain rôle à jouer, donc c'était très, très large, mais on s'aperçoit que c'était vraiment tourné vers les Abénaquis, et non pas le touriste. Le touriste, oui, passait, il était bienvenu au musée, mais on avait un souci, en fait, d'éduquer, de promouvoir, de la culture abénaquie, mais auprès des Abénaquis. Si on regarde la mission en 2005, elle se tourne vers deux publics différents. Il y a les Abénaquis, mais il y a les touristes aussi. Le premier public qui a été servi avec cette exposition-là et les autres expositions qui ont été présentées, c'était vraiment les touristes. Donc, les touristes français, on peut s'imaginer, on reçoit beaucoup d'Européens au musée, dans les 7000 visiteurs, donc c'était surtout des touristes européens qui étaient très contents parce qu'en nous venant avec les retours d'exposition, pensaient en avoir appris beaucoup sur les Abénaquis, mais on ne présentait que très peu de savoir-faire. Très peu d'Abénaquis travaillaient aussi au musée depuis la réouverture du musée après l'agrandissement, parce qu'avant, c'était que des Abénaquis. Et c'est significatif parce que je suis la première directrice non autochtone qui est arrivée après la réouverture du musée. Donc, il y avait, on ne réussissait plus à aller chercher des gens de la communauté pour travailler parce qu'ils se reconnaissaient plus dans ce musée. Donc, un de mes défis, lorsque je suis arrivée, il y avait deux publics à ça. Le premier public, c'est les Abénaquis, c'était la communauté, la collectivité, et c'est à ce public-là que moi je me suis intéressée. Comment faire pour amener ces gens-là dans leur vie? D'essayer de voir s'il n'y avait pas des exemples dans la communauté muséale qui existait pour justement ramener cette communauté-là ensemble et leur donner l'opportunité de présenter, de travailler, de réaliser des projets, même d'y penser, de les élaborer ces projets-là. Et non pas d'arriver avec des choses qui étaient tout cuit dans la bouche et leur dire nous, on est bons, nous, c'est le cas, mais on n'est pas notre communauté, mais on a pensé à des belles activités que vous pourriez faire. C'est certain que ça ne fonctionnait pas et c'est un peu ça qui était le défi. Pour les visiteurs, je vous ai les guides qui sont là, le programme éducatif, tout a été très, très bien monté pour faire en fait en sorte de promouvoir la culture abénaquie. Donc ici, j'explique un peu sur la ligne du temps ce que en fait, j'appelle la scission au niveau du musée. Donc avant la l'ouverture du musée, les gens participaient. C'était pas rare de voir les bénévoles comme guides recevoir des touristes. Le musée était pas ouvert, on ouvrait sur les heures en dehors des structures. Une famille complète pouvait travailler au musée. C'était impliqué dans. Lorsqu'on était tout petit, à l'âge de 12 ans, on commençait à travailler au musée comme guide, et puis après, on changeait d'emploi. Après, on occupait un autre emploi dans la communauté, mais le musée était un passage obligé. Ce qui fait que quand les touristes venaient, ils rencontraient des gens de la communauté, ils pouvaient échanger avec eux. Après la réouverture, c'était l'agrandissement. Il n'y avait plus d'Abénaquis. Moi, quand je suis arrivée en 2009, j'avais 3 guides d'Abénaquis, le reste, ça ne fait que du personnel québécois ou allochtone. Donc, ma préoccupation pour moi, c'était comment amener ces gens-là au musée. Donc, ça passe par les jeunes. On a compris très vite, les gens du musée, que si on intéresse les jeunes, qui est notre programme clientèle, c'est certain que par la suite, il y aura des retombées sur la famille, sur les amis. Donc, c'est pour ça qu'on a imaginé en fait, un projet d'archéologie, qui était un projet pour retrouver un phare qui a été construit vers 1750
C'est à la demande du roi de France, les Abénaquis ont construit un fort pour protéger la rivière Saint-François. Projet d'archéologie qui mettait en vedette 2 archéologues non autochtones. Et lorsqu'on a présenté ce projet-là, moi, c'était très important. La première chose, je leur ai dit, on doit avoir l'aval de la communauté. Donc, les politiciens d'Odanak doivent nous donner leur papier pour qu'on puisse fouiller sur leur terre parce qu'on n'est pas chez nous. Donc, ça, c'est un concept que moi, j'ai retenu pendant 17 ans où je ne suis pas chez moi. Je suis invitée par cette communauté-là à les aider à faire un projet de musée. La deuxième défi que je leur ai dit, on doit intéresser les jeunes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, on a ouvert ici, on voit une représentation du port de l'Ontario à Saint-François. Parce que dans le cadre de ce projet-là, il y a aussi eu une exposition virtuelle qui a été faite. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un côté éducatif qui soit vraiment très important pour que les jeunes puissent s'investir dans ce projet-là. Donc, les objectifs de faire des fouilles à Odanak, le premier objectif, moi je ne vous cacherai pas, l'objectif scientifique qui était de plus connaître la culture abénaquise, parce qu'il y avait presque pas d'objets qui dataient, en fait, les objets les plus anciens dans la collection dataient du 19e siècle. Donc, connaître un peu plus l'occupation du territoire, qu'est-ce qu'on faisait à Odanak à l'époque. Et naturellement, connaître un peu plus sur la diète alimentaire aussi, parce que pendant longtemps, on a cru que les Abénaquis, c'était du maïs et les fouilles ont montré qu'au contraire, ils s'approvisionnaient en fait chez les Français à côté. Ils ne mangeaient pas du tout ce qu'on pensait qu'ils mangeaient. Ils mangeaient beaucoup, oui, de poissons, de cervidés et mais très peu de maïs. On a même retrouvé un petit maïs, ça, donc, qui venait des États-Unis dans les fouilles, qui était très, très bien conservé. Donc, autant de choses qu'on cherchait à savoir pour nous éloigner en fait des écrits qui avaient été écrits par les missionnaires qui restaient avec les Abénaquis à l'époque. Donc, un regard un peu plus teinté par un regard religieux, si on veut, sur la communauté. Quelques-uns des objets, parce qu'on en a trouvé 20 000, qui étaient significatifs, en fait, et qui nous a permis aussi de savoir que les Abénaquis, bien qu'ils étaient sédentaires, ils occupaient un très gros territoire, mais ils échangeaient beaucoup avec les autres groupes, même jusqu'en Amérique, jusqu'aux États-Unis, parce qu'on a trouvé des pierres, la pierre rouge qu'on appelle de la kikapémite, qui existe seulement que dans le Midwest américain. Donc, c'était en fait d'en savoir un petit peu plus sur leur mode de vie. On a découvert des pieux incendiés, on a découvert des traces de poteaux, mais il ne restait aucune structure parce qu'on est dans un sol de sable bleu, donc il est possible de retrouver des structures, mais vraiment des traces très tangibles de ce fort qui a habité près de 300 personnes. Il y avait aussi d'autres objectifs très importants, c'était au niveau éducatif ou communautaire. C'est l'équipe du musée, l'équipe d'archéologie, qui a participé à ce projet-là, le projet mobilisateur pour la communauté. Il y a 8 jeunes Abénaquis de 15 à 23 ans qui ont assisté les archéologues à faire des fouilles archéologiques. Des jeunes qui n'avaient aucune connaissance de l'archéologie et à qui on demandait tu es Abénaki, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi tu te considères comme Abénaki? Ben, parce que j'habite dans la réserve d'Odanak, donc c'est une réserve abénakise. Non, mais au-delà de ça, est-ce que tu te sens Abénaki? C'est quoi ta culture? Donc vraiment, aucune attache à leur culture parce qu'ils avaient été en fait élevés, si on veut, dans une culture davantage métisse. La langue n'est presque plus parlée, je ne dis pas qu'elle n'est plus parce qu'il y a encore 3 ou 4 personnes qui parlent la langue couramment. Ils vont préférer parler l'anglais parce que ça leur apporte, si on veut, le côté plus global, la fameuse globalisation. Ça ne va pas chanter non plus, ils ne connaissent pas les chants, les danses, ils connaissent très peu leur histoire, ils savent qu'ils sont arrivés là vers 17 ans et pourquoi, comment. Donc, comment les intéresser à d'où ils viennent pour savoir qui ils sont, pour savoir où ils vont, cette fameuse question. C'était ce projet, en fait, une partie de la clé du succès, si on veut, c'était de les intégrer comme des archéologues. Donc, il y a eu une formation qui s'est faite sur le terrain par les 2 archéologues. Pendant 2 semaines, ils ont appris les
déguisement de savoir comment on fouille, mais également des questions très, très terre à terre comme de l'histoire. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passait avant? Il y a la période de contact, pourquoi il y avait un fort, les Français se battaient contre les Anglais. Donc, et autant de choses qui sont presque pas étudiées à l'école au Québec, malheureusement. Il y avait aussi tout un côté de les sensibiliser en fait au travail qu'ils faisaient et à l'importance qu'ils avaient face à la communauté à répondre aux questions des gens de la communauté. Parce que c'était très important que ces gens-là, lorsqu'ils venaient voir les jeunes sur le terrain, c'était qu'ils puissent répondre aux questions. Donc, on les formait, mais également on les assistait, si on veut, à transmettre leur passion à être. Dans la photo de gauche, on voit aussi un rassemblement communautaire pour expliquer le projet. Quand moi je suis arrivée au musée en 2009, lorsqu'on faisait des activités communautaires, on avait 6 à 8 personnes de la communauté qui se déplaçaient pour venir au lancement des expositions. Personne n'était vraiment intéressé par ce que faisait le musée, mais ce projet-là, lors du lancement, en fait, officiel auprès de la communauté, on a eu 100 personnes. Si vous vous souvenez, je vous dis tantôt qu'il y avait 300 personnes qui étaient dans la communauté. Donc, une personne sur 3 s'est déplacée pour venir voir, pour en connaître un peu plus sur le projet. Ce qui était vraiment fantastique, c'était tous les soirs, lorsqu'on terminait la période de fouille sur le terrain, les gens de la communauté passaient en voiture, à vélo, pour venir voir ce qui s'était passé. On leur montrait les trouvages. Ils étaient très, très contents. On prenait des photos, des selfies, on a créé un blog aussi pour que les gens puissent aller mettre des informations sur Internet pour en fait partager cette information-là avec le restant de la communauté scientifique, mais également avec le grand public. Donc, j'ai parlé aussi au niveau éducatif. Ici, on voit l'archéologue en chef Geneviève Prévost, qui avec l'équipe en fait, ce qu'elle faisait, c'est quand on a trouvé une découverte, ici c'est une monnaie qui a été découverte de 573, donc on leur expliquait plus la provenance, pourquoi ça s'était retrouvé à Outaouais. La première année du projet, les jeunes étaient très conscients de ce qu'ils apportaient en fait dans l'écriture de leur nouvelle histoire, parce que moi je le voyais comme ça. C'était en fait une réappropriation de leur musique. Mais la deuxième année, lorsqu'ils sont arrivés sur le projet en passant, ils sont tous revenus l'année d'après. Personne n'a manqué, il n'y a plus de retard, on les arrivait toujours à l'heure. Personne n'a été malade. Donc c'était vraiment quelque chose qui les tenait à cœur. Et la deuxième année, ils disaient, mais nous, on est prêts à faire les visites sur le terrain, on est prêts à partager notre savoir avec les jeunes. Et certains accueillaient les jeunes aussi lorsqu'il y avait des cours scolaires qui venaient nous voir. Donc ça aussi, c'était assez extraordinaire. Je ne connais presque rien de la culture à cet apprentissage pendant un été et le deuxième été, s'approprier en fait et d'essayer d'en savoir un petit peu plus également. De ces jeunes, nous avons récupéré trois employés qui travaillent maintenant comme guides. C'était les 3 plus jeunes au début du projet. Et si un jour vous venez au musée des Aménaquis, avec fierté, ils vont se présenter comme étant Aménaquis. Avant, c'était je m'appelle Mathieu, mais maintenant je suis Mathieu et je suis Aménaquis. Je suis fière de dire que je suis Aménaquis et de raconter l'histoire. Donc ça, je pense que c'est vraiment un très bel accomplissement quand on voit ces jeunes-là qui s'intéressent plus ou moins au musée. Mais maintenant, le musée est redevenu, si on veut, un lieu de rassemblement. Donc d'autres photos. Naturellement, ce projet-là, on a voulu le partager avec la communauté scientifique, mais avec le grand public aussi. Donc, le chantier de fouille était ouvert au grand public. Donc, les gens venaient au Outaouais, pouvaient voir des jeunes fouilleurs. Des fois, il y avait des journées qui étaient très fructueuses, d'autres non. Mais on n'a pas voulu non plus tomber, si on veut, dans le côté folklore et puis faire fouiller les jeunes, faire fouiller les gens qui n'étaient pas en fait le grand public. Parce qu'il y avait aussi ce respect-là de dire, les jeunes disaient on est sur notre territoire et on avait aussi cette préoccupation-là que si on trouvait des ossements humains, on arrêtait les fouilles. Parce qu'on l'a mentionné aussi tantôt dans une présentation antérieure.
Il faut respecter également le désir de préserver une certaine intimité, si on veut. Il y a des choses, on parlait de chaman, mais si vous allez à Odanak et vous demandez s'il y a un chaman à Odanak, il n'y a personne qui va vous répondre. C'est le genre de choses qu'ils n'ont pas envie, si on veut, de partager avec les visiteurs. Et moi, mais en tant que directrice, c'était une préoccupation pour moi de m'assurer que ce genre de choses-là ne soit pas, ils ne rentrent pas dans le folklore. Vous avez dit tantôt, on avait des gens qui étaient habillés en vêtements traditionnels. Si vous venez à Odanak, aujourd'hui, personne n'est habillé comme ça. Dans les fêtes, oui, parce qu'ils sont fiers de montrer leur vêtements traditionnels, mais si on leur demande pour une occasion, moi je me souviens au début, je leur demandais si la troupe de chant pouvait être chantée. Ils arrivaient en jeans, en t-shirt, je disais, est-ce que vous allez vous habiller? Ils disaient, on est habillés, on a le droit de chanter quand même si on n'est pas habillé avec le vêtement traditionnel. Donc il faut comprendre ça, mais par contre, en revanche, s'ils viennent chanter dans un événement, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'alcool qui soit servi avant. Donc il y a encore ça, c'est aussi des traditions, mais de façon plus contemporaine. Le fameux site, le blog, avec mon était sur Facebook, Twitter, tout ça. Les journaux ont couvert aussi les 3 années de feu parce que le projet dure 3 ans. On l'a mentionné tantôt, le musée a gagné jusqu'à jeudi passé 12 prix, 12e prix, mais beaucoup pour le prix d'archéologie. En fait, la façon dont on présentait ce projet-là, c'était un projet innovateur, bien unique. Puis moi, je disais, au-delà du Québec, même au Canada, si on regarde les prix archéologiques au Canada, au Québec, ils sont presque plus. C'est vraiment des très, très gros chantiers qui durent des années, mais sur des espaces vraiment très grands, sur des grands territoires. Nous, on a voulu nous concentrer dans une communauté autochtone, on a voulu faire participer les gens de la communauté. Et c'est ce qu'il y a de unique dans ce projet-là, qui a fait en sorte qu'on puisse prouver qu'en terrain ou en communauté autochtone, il est possible de faire des choses avec autochtones ou autochtones. Souvent, on arrive avec notre chapeau, nos gros sabots de Québécois, on n'appartient pas à ces communautés-là, puis on veut leur dire quoi faire. Je pense que c'était pas la bonne façon de le faire. Et moi, mes débuts, lorsque je suis arrivée en 2009, c'était très important de dire ils ont des choses à dire, ils ont des choses, dans le savoir-faire, il faut les écouter et leur demander comment on peut les aider en fait à mettre leur patrimoine en avant. Dans une présentation précédente, le conférencier disait bon, les Mayas, ils se voyaient plus, on disait qu'il y avait plus de ça. C'est la même chose, je pense au Québec, on leur demande qu'est-ce qui vous caractérise comme Abenaki, comme Innu, comme autre communauté. Souvent, ils ne peuvent pas nous répondre. Les chants, oui, mais les autres chantent aussi, les danses. Alors, comment on peut faire en sorte que chacun va écouter sa couleur? Ce n'est pas nous à dicter ce qu'ils ont à faire ou à mettre en valeur dans notre patrimoine. C'est vraiment eux et comment nous, on peut y contribuer. Je me souviens qu'on avait fait une exposition avec les gens de la communauté, petite exposition, c'était que des photos du passé, des photos de famille. Et on nous avait dit, mais il faut que tu fasses attention, il faut pas que tu mettes telle famille à côté de telle famille, parce qu'il va y avoir de la chicane, alors je dis, on va le faire ensemble. On arrivait dans la pièce, il y avait des photos en noir et blanc. Les gens de la communauté venaient à tous les jours. Et là, on pointait sur des cadres avec les toits, tout ça, puis à un moment donné, on laissait passer tous les textes. Qu'est-ce que tu fais là? Demain, on va avoir à commencer. Donc, laisse-nous cette salle-là. C'est un endroit où il y avait le droit de manger, ils prenaient du café actuellement dans les salles d'exposition. Sinon, vous n'avez pas le droit de consommer des boissons, tout ça. Mais il faut s'adapter à cette réalité-là. Je pense qu'avant que muséologue, quand on travaille dans une communauté autochtone ou une communauté même, nous, on n'est pas ici. Il faut se faire, en fait, on prend la vie, prend des vies. Et quand on prend un musée dans une communauté qui n'est pas la norme, on doit aussi s'adapter à cette réalité-là. Donc, les différents qui ont été gagnés. Un autre exemple, et je vais terminer avec ça, c'est un exemple d'une exposition. Le musée a eu 50 ans l'année passée. On s'est dit, moi j'ai eu l'idée de faire une exposition rétrospective pour les 50 ans du musée. Et là, les gens m'ont dit, ça ne serait pas de refaire le musée qu'il y a 50 ans. J'ai dit, c'est impossible, on ne peut pas refaire le musée parce qu'il est rénové, le parcours est différent, on a changé plein de choses. Mais, j'ai dit, on peut faire donner des clins d'œil aux gens de la communauté qui se souviennent du musée ou même des visiteurs. Donc, comment on a formé des communautés
muséographie en fait à l'interne externe pour s'assurer, parce que nous on n'avait pas d'expertise à l'interne, mais au musée ou même dans la communauté, mais chacun des communautés a participé à l'élaboration du choix des objets. Les textes qui ont été présentés, on a réalisé des vidéos avec des jeunes aussi, un aîné de la communauté avec un jeune qui nous présente le savoir-faire traditionnel qui est les paniers de frein, donc ils utilisent des paniers, ça se fait encore. Par contre, au niveau de la raquette, on n'avait que l'aîné parce qu'il n'y a plus de relève. Et les jeunes se disaient, mais on devrait peut-être apprendre à faire des raquettes parce que dans quelques années, ce soir de pouvoir faire là, on disparaît. Donc, ça a permis, encore une fois, à des gens de la communauté de s'investir dans ce projet-là, mais ce n'étaient pas les mêmes qui ont participé au projet d'archéologie ou à d'autres projets d'avant. On a réalisé un catalogue d'exposition des 50 objets de cœur du musée. Donc, c'était 50 objets qui étaient choisis par 50 personnes différentes de la communauté avec leur propre histoire, pourquoi ils aimaient ces objets-là du musée. Et les photos ont été confiées à quelqu'un de la communauté, les textes également. Donc, c'est vraiment un projet communautaire. Moi, je vous dirais, j'ai été un 9 mois sans bien dormir parce que j'appréhendais l'ouverture de l'exposition en me disant les gens qui ont des attentes, parce que ils retrouvent leur musée dans 1965, vont être très déçus. Donc, on a fait l'ouverture du musée. Il y avait 120 personnes dans la petite salle où on pouvait les accueillir. Et quand on est rentré dans la salle, j'avais un des cofondateurs à ma gauche et à ma droite, j'avais une aînée de la communauté. Puis quand on est rentré, eux avaient vu presque, ils n'avaient pas joué jusqu'à l'étape finale parce qu'on voulait garder la surprise. Ils m'ont tapé comme ça sur l'épaule, sur le bras, puis ils m'ont dit merci Michel, félicitations, c'est vraiment très beau, on se retrouve dans ce qu'on nous voit. Il faut dire qu'on a sorti 350 objets de la collection. Donc, c'est des vrais objets, non pas des objets diversifiés comme dans l'exposition permanente. On leur a permis de participer, mais de parler aussi dans cette exposition-là. Et l'exposition se termine en décembre 2016. Mais si vous saviez le nombre de demandes qu'on a eu des gens de la communauté, puis même des visiteurs en nous demandant que cette exposition-là devienne une exposition permanente et non pas une simple exposition temporaire. Je vous présente mon équipe de jusqu'à Saint-Samuel. Je le dis encore à Canton, je ne suis pas partie de là parce que je me plaisais plus, mais lorsque je suis arrivée en 2009, j'avais dit à mon conseil d'administration, je vais rester que 5 ans. Pourquoi? Parce que dans 5 ans, je vais avoir trouvé quelqu'un qui va prendre la direction du musée. Ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un de la communauté. Pour moi, c'est important de redonner à un ami. Ça a pris 7 ans parce que ce jeune-là a décidé, quand moi je lui ai demandé s'il était prêt, a décidé de se lancer à politique. Il est allé comme conseiller au conseil de vente, donc c'est un peu comme le conseil municipal. Il y a fait 2 ans. Et après ces 2 années, il va plus voir et il a dit Michel, ton offre, parce qu'elle dit toujours, j'ai vraiment envie d'apprendre à être directeur de mon musée. Alors, si je vois juste. Vous voyez sur la photo, Mathieu est juste derrière moi, il a 26 ans. Il n'a pas de formation en muséologie. Il connaît sa culture, il l'aime, lorsqu'il en parle, il a grand yeux. Il a participé au projet d'archéologie. Il commence déjà à s'investir dans le milieu, et moi je lui ai dit que je serais sa coach. Et c'est un bonhomme vraiment formidable parce qu'il est très aimé par les jeunes de sa communauté et également par les aînés. Donc, mon travail, vous avez compris, j'avais fait le tour, si on peut, du jardin à Montréal. Je suis très contente d'avoir été accueillie dans cette communauté-là. À ma dernière journée, j'ai eu le plus beau cadeau que je pouvais pas avoir. Le chef du conseil de vente est venu me remettre une plaque avec un mot de remerciement en me disant on t'accueille dans notre famille. Donc, si on avait un certificat à te donner comme étant une amie acquise adoptée, on te le donnerait. Je l'ai pris comme étant vraiment un très beau cadeau. Et puis, je suis maintenant à 100 quelques kilomètres du musée. Ironie du sort, le musée des Abénakis, situé dans l'Ontario à Saint-François, mon nouveau musée aussi, un petit peu plus haut.
Donc, du haut de ma lumière Saint-François, je regarde l'évolution du musée des Abénaquis, puis bon, je me suis encore au moins 50 ans, mais plusieurs autres 50 ans. Alors, merci. Ya saben esta dinámica de estas tarjetitas. Quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor, escríbanla y hagan la. Bueno, pues si esto es así, démosle un reconocimiento a Michelle por su muy emotiva expresión. Bien, pues para seguirnos de lleno, vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, Jean-François Leclerc. Bueno, Jean-François Leclerc tiene gracias, qué mejor que nos ayude en el reconocimiento a nuestra ponente. Por favor, casa. Nada más, muchas gracias por su participación. Jean-François Leclerc es historiador y maestro en museología. Desde 96 dirige el Centre d'Histoire de Montréal, un museo de la ciudad cuya misión es descubrir y respetar a Quebec a través de su historia, su territorio, su patrimonio, la memoria y bajo su dirección. El museo ha iniciado proyectos innovadores en la museología social que valora la memoria ciudadana, los orígenes sociales de la región, una clínica de memoria y con los barrios. Jean-François Leclerc es regularmente invitado a conferencias y seminarios y forma parte del grupo de investigación de estudios patrimoniales, prácticas internacionales. Muchas gracias por la invitación. Un país muy interesante para nosotros, porque es un país con raíces profundas, donde la cultura parece en las calles, que es muy diferente que nosotros vivemos en Quebec, porque hay una cultura diferente, pero la influencia del continente americano, de Estados Unidos, como todo el mundo, es muy grande. Es un placer de vivir una situación muy diferente y en Guanajuato es más grande posiblemente que en otras ciudades de México. Ahora voy a hablar de francés. Alors, merci pour l'invitation. Écoutez, donc, je vais essayer de voir le titre. Alors, le titre, vous l'avez sur évidemment votre. Alors, Montréal. Montréal est une petite image, malheureusement un peu éloignée. Alors, Montréal, il faut savoir, on a parlé tantôt de l'ANAC. Vous avez parlé ce matin de plusieurs de nos villes.
nos questions muséologiques aujourd'hui, elles sont universelles. C'est ce qui nous permet de communiquer entre nous. Mais ces questions-là, elles se vivent dans des situations sociales, démographiques, culturelles qui peuvent être très différentes. Mais ce qui est heureux, c'est que oui, on peut se parler à travers ces situations différentes. Donc, rappelons que le Centre d'histoire de Montréal est un centre d'interprétation et un musée de la ville de Montréal. La ville de Montréal, c'est la métropole du Québec, qui a déjà été la métropole du Canada. Alors, vous avez deux images ici de la ville. Une image du 18e siècle, alors ville coloniale française, et ce qui est devenu cette ville coloniale française. Alors, vous comprenez que le Centre d'histoire de Montréal travaille dans un contexte qui est passablement différent, probablement, de ce que vous vivez ici à Guadeloupe. Alors, Montréal, vous avez ici l'image de l'île de Montréal. C'est une île qui a à peu près, on peut dire, 350 km². Alors, c'est un territoire très grand qui a une population d'environ 1 million d'habitants. Et vous avez, si on parle de diversité culturelle, c'est le lieu par excellence de la diversité culturelle au Québec. Et je vais vous donner quelques informations historiques pour comprendre ce contexte. Alors, Montréal, c'est une ville où à peu près 30% de la population est née à l'étranger. Mais il y a à peu près 25% de la population dont un des parents est né à l'étranger. Et c'est ce qui fait que si vous regardez ici les langues parlées, vous avez à peu près 30 à 40% des gens qui parlent soit l'anglais, soit une autre langue que le français à la maison, et 60 à 70% des gens qui parlent le français à la maison. Alors, vous imaginez que Montréal est devenu, mais a toujours été, une ville de diversité culturelle. Cela dit, est-ce que le fait de cohabiter avec les gens fait que nous allons dialoguer entre nous? Alors, on va voir un peu comment ça se vit. Alors, mais avant de parler de Montréal, de la situation historique et sociologique, parlons un peu du Centre d'histoire de Montréal, c'est quand même important que vous compreniez ce que nous sommes. Alors, le Centre d'histoire de Montréal, c'est un centre d'interprétation qui a été créé en 1983 dans le Vieux-Montréal, donc la partie de centre de Montréal. Et c'était à l'époque à peu près la seule institution muséale qui racontait l'histoire de la ville. Montréal étant une métropole culturelle, avec les années, beaucoup d'autres musées ont été créés et se sont tournés vers soit l'histoire, l'archéologie, toutes sortes d'aspects de l'histoire de Montréal. Alors, ce qui fait que, comme probablement beaucoup de vos institutions aujourd'hui, on a été obligé de se questionner sur notre pertinence, notre légitimité, et d'autant plus que nous sommes un musée de la ville, de la municipalité de Montréal. Donc, notre budget vient de la ville de Montréal, donc vient des citoyens de la ville qui payent leur taxe. Et cette remise en question, moi, je suis arrivé un peu comme Michel, je suis arrivé au Centre d'histoire, j'avais été guide animateur au début, donc je connaissais le terrain. La communication d'histoire me passionne, l'histoire aussi. Et quand je suis arrivé au Centre d'histoire, qui est situé à côté du musée d'archéologie de Pointe-à-Calière, de l'Institut de l'Éducation, au fond, je me suis rendu compte que le Centre d'histoire était devenu quelque chose qui appartenait à une autre époque. Alors, la question, ça a été quelle est la pertinence du Centre d'histoire, musée et centre d'interprétation de la ville aujourd'hui? Et cet aujourd'hui était fin des années 90. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui fait la pertinence? Quelle est la mission d'une ville? C'est de rendre service à tous les citoyens. Comment le Centre d'histoire pourrait répondre à cette question? Alors, ça a été premièrement de dire qu'est-ce qui appartient, quel est le patrimoine qui appartient à tous les citoyens. Il y a des musées d'archéologie, il y a des musées d'art à Montréal, alors des musées de collection. Le Centre d'histoire avait une petite collection d'interprétation. La réponse a été de dire, au fond, qu'est-ce qui appartient à tous les citoyens? C'est la mémoire qu'ils ont de leur propre histoire. Et c'est comme ça, en 2000, en s'inspirant d'expériences qui s'étaient faites au Brésil, entre autres, le Museo da Pessoa du Brésil, qui avait été créé dans les années 90, que le Centre d'histoire a commencé à se redéfinir autour de cette notion de service, mais aussi cette notion de mettre en valeur la mémoire des citoyens.
Alors, nous en sommes arrivés à une promesse institutionnelle. Quand on parle de promesse institutionnelle, on s'est inspiré de ce qui se fait dans les entreprises, carrément les grandes entreprises, où au moment où on fait des études de positionnement, on se dit oui, toutes ces missions que vous avez développées qui touchent l'identité, vous l'avez lu en français, malheureusement, je ne peux pas vous la lire un peu loin de moi, je vous invite à aller voir le site internet. Donc, nous avons redéfini la mission du Centre d'histoire de Montréal autour du citoyen et de l'identité de la ville. Mais comment on pouvait résumer cette mission-là pour la communiquer en une phrase? Et c'est souvent le défi, on sait même pour les titres d'exposition, c'est la même chose. Alors, là, le résultat de ça, ça a été de dire, nous disons aux citoyens, vous êtes l'histoire de Montréal et nous allons parler de vous. Alors, nous, ce que nous voulions établir, c'est une relation directe avec les citoyens par ce qu'ils ont de plus personnel et qui peut être partagé avec tous, c'est-à-dire cette mémoire de l'histoire de la ville. Alors, quelques images ici, évidemment, je vous serais peut-être plus confortable d'aller les voir sur le site Internet. C'est l'exposition permanente, mais il est intéressant de voir que nous l'avons appelé Trace, lieu, mémoire. Alors, notre défi au Centre d'histoire, ce n'était pas seulement d'aller chercher, à partir de l'an 2000 à peu près, la mémoire des citoyens, c'était de réunir, de faire des liens entre cette mémoire, les lieux où l'histoire s'est passée, donc la ville de Montréal, et les traces, soit matérielles, des objets immobiliers, que cette histoire a tracées. Alors, et ça, c'est vraiment une inspiration qui est à la fois un peu éco-muséale et aussi inspirée des centres d'interprétation. Comment, au fond, le centre d'histoire, il est la porte d'entrée pour comprendre un territoire qui s'appelle Montréal, mais notre collection au centre d'histoire, elle est un peu dans le musée, mais elle est surtout dans la ville. Tout ce qu'on rencontre dans la ville, c'est la collection, évidemment, c'est une façon de parler, c'est la collection du centre d'histoire. Et notre rôle, c'est de décoder cette collection et de mettre en relation tout ce qui se trouve dans cette ville. Et je donne souvent l'exemple de ce qu'on peut trouver quand on va dans une forêt. Quand vous allez vous promener en forêt, vous voyez des arbres. Si vous êtes chanceux, quelques animaux, des oiseaux. Vous avez des plantes, des fleurs. Donc, vous dites, ah, c'est vert, c'est beau, vous contemplez le paysage, mais ça vous fait à peu près impossible de comprendre les relations qui se tissent entre les arbres, le sol, les plantes, la nature, sans que quelqu'un vous l'explique. Alors, une ville, c'est la même chose. Si je me promène dans la ville ici, je vois des beaux bâtiments, des bâtiments anciens, je me dis, ah, ça ressemble à une ville médiévale. Il y a des gens qui ont été épousés d'une certaine façon, mais c'est impossible pour moi de décoder cette réalité sans que quelqu'un me l'explique. Alors, c'est ça le rôle fondamental du centre d'histoire. Alors, une image de Montréal en 1889, bon, même de loin, vous pouvez imaginer que c'est déjà une métropole très étendue. Et Montréal, le cœur de cette diversité culturelle, si on fait un peu d'histoire, Montréal a été fondé en 1642 comme mission catholique. Mais en fait, c'était un peu comme Odanak, une réduction. Un peu ce que vous avez vécu avec les jésuites au Mexique. Alors, la réduction, c'est on crée un lieu où on attire les autochtones pour les convertir et on crée une nouvelle société. Et cette société, fondée par des laïcs, ce n'était pas des religieux, des laïcs français, au moment de la contre-réforme, leur rêve, c'était de créer une ville où les autochtones et les Français vivraient ensemble, surtout, mais vivraient ensemble et constitueraient une nouvelle société, la Nouvelle Jérusalem, une société chrétienne comme à le premier temps du christianisme. Donc, Montréal est né d'un rêve, et c'est d'ailleurs ce qui fait que Montréal, on est toujours ambitieux, on est toujours en train de rêver, parce qu'au départ de cette histoire, il y a un rêve de rencontre, évidemment sous l'Église catholique, mais un rêve de rencontre et de créer une nouvelle société avec cette diversité culturelle. Mais la réalité, évidemment, rattrape toujours les rêves, parce que c'est partout. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez ces Français qui arrivent avec un rêve un peu idéal. Vous avez déjà des communautés autochtones qui sont installées, qui sont en guerre, qui ont des alliés et des ennemis. Et les Français vont s'allier avec certaines nations qui vont devenir des ennemis de d'autres nations. Alors, on va se retrouver très rapidement avec une situation de guerre qui va durer pendant 60 ans.
va menacer la colonie française, qui va aussi amener la destruction presque totale des Hurons-Wendat qui vivaient un peu du côté de l'Ontario. Alors, situation de guerre, et ensuite on se retrouve en 1760 avec la conquête britannique, où la Grande-Bretagne conquiert, avec l'aide évidemment des colons américains, ce qu'on appelle maintenant le Canada. Et là, tout à coup, cette petite société française qui avait commencé à se créer, qui était distincte de la société française de France, va se retrouver dominée institutionnellement, linguistiquement et économiquement par les Britanniques qui ont des projets d'assimilation. Alors donc, tout à coup, cette diversité qui existait avec l'arrivée des Français, elle va se retrouver doublée ou triplée avec l'arrivée des Britanniques, qui, eux, ont l'intention d'amener les immigrants pour noyer finalement cette petite société française dans un flot d'immigrants irlandais ou anglais. Et donc, dès ce moment-là, et on peut dire la même chose par rapport à ce que vivaient les Autochtones du XIIe siècle, la question de la diversité, ce n'est pas une question d'homme. On est très gentil quand on parle aujourd'hui de diversité, mais la diversité dans le monde est souvent le fruit de guerre, de violence, d'invasion, de domination économique, de mariage forcé. C'est ça la diversité, souvent, donc on hérite par rapport à l'histoire. Et ce qui va se passer, c'est qu'au 19e siècle, après cette migration irlandaise, l'immigration va commencer à se diversifier. Le Canada est créé en 1867 et vous allez voir arriver des immigrants, surtout européens, parce que l'immigration est bloquée pour tous les autres pays, c'est assez bloqué. Juifs, Syriens, Libanais, c'est une bloquée d'exception, mais aussi des Chinois qui viennent pour travailler dans les chemins de fer. Et c'est Montréal qui va être le lieu d'arrivée de cette diversité-là. Il faut vraiment attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que Montréal devienne vraiment une ville d'immigration avec un flot de migrants qui venaient autant d'Europe du Nord, du Sud que du reste du monde à partir des années 60. Alors, l'histoire, on a vu quelques éléments. Alors donc, quand on parle, si un musée veut s'intéresser à la diversité culturelle et travailler autour de ces thématiques, il y a des défis. Alors, je les ai mis ici, je vais vous les dire. Quand on construit une nation, et ça, vous pouvez le penser autant du Canada que du Québec, avec la majorité française, on peut faire un récit national, et ce récit national, il doit être unitaire. Souvent, c'est comme ça qu'on a vécu à l'école, c'est celui-là qu'on a. Et c'est toujours le récit de l'histoire de la majorité. Est-ce que c'est mauvais? Ben, je peux vous dire que non. C'est-à-dire que moi, comme étant un Québécois francophone issu de cette majorité, j'ai besoin qu'on me raconte l'histoire de cette nation qui a évolué à travers le temps, qui a réussi à traverser des obstacles et qui existe encore pour développer une culture très forte et diversifiée. Mais, ce faisant, évidemment, en construisant un récit unitaire, on élimine des récits particuliers qui ont constitué cette nation-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est que dès le moment où on commence à intégrer le récit des minorités ou des récits particuliers dans cette histoire-là, on va évidemment faire des généralisations. On sait très bien les généralisations qu'on peut faire avec les autochtones, ça on connaît, vous connaissez aussi. Et on se retrouve aussi avec un défi, c'est que l'histoire de ces immigrants, de ces communautés, de ces minorités-là, elle n'a pas été faite. Elle est inconnue ou méconnue. Alors, si on veut travailler avec ce matériau-là, avec cette thématique-là, on a beaucoup de difficultés parce qu'on doit se fonder sur beaucoup moins d'informations que cette histoire nationale que l'on a constituée avec des recherches et cette collection qui représente souvent cette majorité. Et dernière chose, autre obstacle, il ne faut pas se cacher, il y a une partie de la population qui est réfractaire à entendre parler de code d'immigration, ça fait aussi des autochtones. Donc, je vous disais, cette diversité qui est le fruit de certains phénomènes qui ne sont pas toujours positifs, mais ça laisse des traces. Et encore aujourd'hui, au Québec, en France ou partout, quand on parle d'immigration, si on parle des musulmans par exemple, on assiste à une forme de rejet qui peut se comprendre, mais qui est une donnée avec laquelle le musée doit toujours travailler. Alors, les enjeux pour nous, ça a été quoi? Parce qu'évidemment, je parle du centre d'histoire, ça peut s'appliquer à vous aussi. Alors, comment on peut mettre en valeur la diversité culturelle et l'histoire de l'immigration pour tous les pays? Comment nous,
Parce que, oui, on doit valoriser, mais comment ce récit-là, qu'on fait une histoire particulière, peut rejoindre ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui sont réfractaires. Grand défi. Il faut aussi démontrer la diversité des expériences migrantes. Alors, comment sortir cette histoire de la diversité, des particularités de la diversité, des grands clichés qui vont dire oui, les Portugais sont comme ci, les Chinois sont comme ça, les Autochtones sont comme ça. Alors, c'est un défi parce que quand on commence à creuser l'histoire de toute communauté, de groupe, on se rend compte que les parcours sont extrêmement différents. Un immigrant peut venir pour l'aventure, pour des raisons économiques, c'est un réfugié. Il peut venir d'un milieu traditionnel, etc., etc. Alors, l'autre défi, c'est de dire, oui, cette histoire-là, si on la fait, il faut garder des traces. Il faut collecter et préserver cette mémoire qui est le patrimoine de la diversité. Alors, j'ai pris je me suis inspiré un peu de ce qu'on avait fait dans tous nos projets. Alors, vous allez voir des exemples de notre portfolio. C'est carrément notre portfolio. J'ai cherché à retrouver, à essayer d'avoir des lignes directrices au fond après coup de ce qui avait été mon projet au début de cette histoire de la diversité et qui, dans le temps du centre d'histoire, s'intéresse beaucoup aux communautés migrantes. Je vous disais, c'est vraiment la matière qui est la plus particulière de notre territoire montréalais. Alors, les contextes, les milieux de vie partagés. Alors, un bel exemple de ça, ça a été la première exposition qu'on a faite sur ce thème en 2002. On avait refait l'exposition permanente. Et on s'est dit comment parler de cette immigration, mais à travers un thème qui va réunir des gens qui ne sont pas nécessairement issus de l'immigration. Une association d'aide familiale, de domestiques et de devoirs. Célébrer son 20e anniversaire. Et là, je me suis dit, ça y est, on va trouver la façon de faire la première fois au centre d'histoire. Donc, ça a été de faire une exposition sur les domestiques, sur l'histoire des domestiques. Et cette histoire-là au Québec, c'est une histoire qui commence vraiment il y a très longtemps, où les domestiques étaient surtout des filles canadiennes-françaises, québécoises francophones qui vivaient dans la campagne, ou quelques anglophones, mais qui, au cours des années 60-70, est devenue une histoire migrante. Peut-être travailler dans la maison publique pour survivre. Donc, on a demandé à l'artiste de travailler autour de ce thème-là et ça a donné la première exposition où le matériau central de l'exposition, c'était la mémoire de ces femmes qui racontaient cette histoire-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on se rendait compte que ce qui caractérise ce travail domestique, c'est que vous vivez avec vos patrons. Alors, je ne pense pas que les gens ici aimeraient vivre avec leur patron après 5 heures, 6 heures l'après-midi. Donc, on a réussi à trouver un thème qui, tout en parlant de l'immigration, rejoignait toutes sortes de communautés, de gens, et même de gens de la majorité, qui ont vécu le travail de domestique. Évidemment, je pourrais en parler beaucoup plus, mais on va dépasser là. Une autre façon de le faire, ça a été d'aller chercher une thématique qui est universelle, le jazz. Montréal est une ville de jazz, grâce à ce festival, et c'est aussi une ville qui a produit de grands pianistes de jazz, Oscar Peterson de George, qui venait d'un quartier qui s'appelle la Petite Bourgogne, et qui était le quartier noir de Montréal, donc les Noirs d'origine la plupart du temps américaine, fin du 19e siècle, quand un chemin de fer s'installe à Montréal. Alors, en parlant de jazz, inévitablement, on devait parler de l'histoire de cette communauté. Alors, on attire les gens qui s'intéressent au jazz, qui ne s'attendent absolument pas à ce qu'on parle de la communauté noire de Montréal, et ce faisant, on introduit l'histoire de cette communauté, et évidemment, on valorise. Alors, il y a aussi une autre façon de faire, c'est les histoires singulières, mais comment le faire pour parler à tout le monde. Quand on parle d'histoires singulières, vous allez probablement dans tous les musées de la situation souvent aussi, des demandes qui viennent de certaines communautés migrantes qui veulent qu'on raconte leur histoire. Alors, il y a toujours derrière ça un besoin d'être valorisé. Et la difficulté de ces demandes-là, c'est que nous, on a eu plusieurs expériences de ce type-là, c'est que souvent les demandes se ressemblent et le résultat risque de se ressembler. Si on valorise une communauté, ça veut dire qu'il ne faut pas trop parler des débuts de l'installation de la communauté, parce que le début, c'est la misère, on arrive à la retraite, on a des difficultés, on n'est pas fiers de nous. Alors, ce qu'on veut, la communauté qu'on raconte, c'est plutôt les réussites.
Alors, on va passer très très vite sur ce qui est au début, et ça finit que toutes les communautés ont eu des réussites. Alors, vous avez eu telle communauté, un banquier, un architecte, un professeur d'université, un joueur de hockey dans notre cas, un joueur de football dans notre cas. Mais évidemment, vous imaginez qu'en faisant toujours la même recette pour répondre aux demandes de ces communautés, on risque de ne pas intéresser la plupart des personnes. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a essayé de jouer un peu. Alors, ici, vous avez l'histoire de la communauté syrienne-libanaise de Montréal. Une petite communauté qui est arrivée à la fin du 19e. Ce sont des gens qui travaillent comme colporteurs et qui se sont répartis partout au Québec. Les petits villages francophones du Québec avaient leurs colporteurs qui finissaient par ouvrir un magasin général. Donc, tous les Québécois, sans le savoir, ont côtoyé un Syrien libanais. Il y a même des Québécois qui sont descendants de ces Syriens libanais sans avoir su. Alors donc, on révélait aux gens qu'à côté de chez eux, dans tous les petits villages de petites villes du Québec, il y avait eu un magasin général tenu par des Syriens libanais. Et évidemment, on valorisait les personnages de cette histoire, qui est inconnu, un détective très célèbre de Montréal qui s'appelait Georges Tabalajoie, etc. Mais en même temps, on racontait cette histoire qui devenait l'histoire de Montréal, l'histoire de tous les Québécois, et parce que notre façon de raconter cherchait justement à rejoindre cette histoire globale. Alors, les Portugais, ça a été un point tournant aussi pour nous, le 50e anniversaire des Portugais, et on l'a appelé l'exposition Rencontre 50 ans de voisinage. La communauté portugaise, 50 ans de voisinage. Et ça a été intéressant parce que c'est notre communauté cobaye, si on veut dire, parce qu'on a vraiment à ce moment-là travaillé avec la communauté, beaucoup plus. Mais là, la question se pose, pour nous, comme les autres, quand on parle de communauté, on parle de qui? Alors, si les gens viennent nous voir, souvent les gens vont dire, oui, je représente la communauté. Qui représente une communauté? Est-ce que c'est le conseil de bande? Est-ce que c'est les élus de telle municipalité? Est-ce que c'est le président de l'association qui s'est auto-déclaré représentatif de la communauté? Alors, c'est toujours une question très délicate. On a quand même travaillé avec des gens de la communauté, des gens qui travaillaient à la ville de Montréal, qui connaissaient bien la communauté. Alors, ce qu'on a fait, cette exposition, ça valorise, ça utilisait un peu les clichés sur la communauté. Mais on avait introduit dans cette exposition-là, vous voyez les petites armoires, les boîtes de biscuits, ce qu'on appelait les secrets de famille. Alors donc, c'est des histoires que la communauté n'a pas racontées ou se fait raconter, mais qu'on était allé chercher aussi de d'autres manières, je vous expliquer. Et on arrivait comme ça à produire des histoires difficiles dans cette belle histoire de la communauté. Il fallait un geste pour y avoir accès, il fallait ouvrir une boîte, ouvrir une armoire. Alors ça a été un peu de compromis pour respecter, être un peu critique face au passé, par exemple la colonisation d'Angola, la guerre africaine, tout ça, qui avait marqué la communauté. Ici, c'est une exposition sur la communauté haïtienne, une petite exposition très facile, vous voyez, je vous dis en passant que le centre d'histoire, c'est 10 employés seulement, mais on a la ville de Montréal qui est déjà avec ça. C'est pas une grosse équipe. Alors, une communauté haïtienne centrée sur les personnes. Donc ça a été une façon, donc, en racontant l'histoire des individus, on réussit à raconter l'histoire d'une communauté. Alors c'était à nous de partir de l'histoire individuelle pour aller beaucoup plus loin et rejoindre les faits que monsieur, madame, tout le monde de cette communauté ne connaissait pas, qui était le début de l'immigration haïtienne, etc. Donc, ça a été quand même une autre approche. C'est beaucoup plaisir. Ici, on avait, c'était une demande de la ville de Montréal qui est reliée à Shanghai Hachette. Et il y a un héros national chinois qui est Norman Petru, qui est un Montréalais, un Canadien, qui a vécu à Montréal pendant 10 ans, qui a pris conscience des injustices dans le monde à Montréal et qui est devenu un grand héros de la Révolution chinoise. On ne fait pas son histoire. Mais alors, on a fait une exposition au centre d'histoire, donc ça rejoignait la communauté chinoise sans nécessairement toucher sa petite histoire. Donc, un héros que tous les Chinois qui avaient écrit récemment à Montréal connaissaient parce que Mao Zedong avait fait un poème que tous les enfants de Chine devaient lire, devaient apprendre, malheureusement peut-être pour nous, mais ils devaient apprendre et de lire. Alors, l'étude, c'est une grande vedette. Donc, et on l'a fait à Montréal et on l'a fait aussi à Shanghai pour la ville de Montréal. Et autre chose, quand on a fait l'exposition sur
aussi, c'est que les communautés migrantes organisent des écoles du samedi, des écoles qui transmettent la langue, la culture, mais très souvent, c'est la culture du pays d'origine. C'est la grande culture de ce pays-là. Alors, nous, on a dit, on va aider ces écoles du samedi à communiquer l'histoire de leur installation à Montréal, leur commerce, leur héros locaux, comment s'est passée cette immigration. Et c'est d'autant plus important, je dirais, parce que je vais vous conter une petite anecdote. J'attendais l'autobus dans mon quartier, dans un quartier très multiculturel. Et il y avait une dame à qui j'ai parlé à quelques reprises, qui est d'origine indienne, et sa famille s'est installée au Sénégal, elle est venue à Montréal. Et là, elle me demande qu'est-ce que tu fais? Je suis le directeur de musée. Ah oui, Montréal, bon, j'ai dit, tu peux venir au musée si tu veux, n'importe quand. Ah non, moi, je ne m'intéresse pas à l'histoire des Blancs. L'histoire des Blancs, ah bon. Moi, je m'intéresse à l'histoire de la communauté indienne parce que, comme on n'arrête jamais de dire des choses fausses et désobligeantes sur l'Inde et sur l'Afrique, moi, c'est fini, je veux qu'on me parle de la grande histoire de l'Inde et de la grande histoire de l'Afrique. Alors, vous voyez, qu'on traite l'histoire de Montréal, l'histoire de Blanc, j'ai été un peu choqué, mais probablement que ça rejoint une réalité dans la perception des gens. Alors, il y a aussi une autre approche, c'est de dire il y a des événements qui arrivent dans la vie, des catastrophes, quoi que ce soit, qui font que tout à coup, des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui se côtoient très peu, vont se retrouver parce que l'événement les amène à être ensemble au même moment, quel que soit leur origine. Alors, bon, évidemment, il y a des grands événements comme les Jeux olympiques de 1976, on a fait cette exposition-là pour l'hôtel de ville, parce qu'on fait des expos aussi, on est un centre d'exposition pour les gens de ville. Il y a aussi Expo 67, une grande exposition qui a marqué l'histoire de la ville. Bon, ça rejoint vraiment tout le monde, ça veut dire. On a fait aussi une exposition sur le procès du Nestor noir, qui a été brûlé après avoir été vendu à Montréal en 1734, parce qu'on avait accusé d'avoir mis le feu à la maison de sa patronne, et le corps de la ville avait brûlé. Il n'avait pas d'assurance à l'époque, donc les gens n'étaient pas très contents de ça. Et on s'est dit, c'est Angélique qui a fait le feu. Il semble que probablement qu'elle était pas coupable, mais ça révélait aux Montréalais que l'esclavage avait existé en Nouvelle-France et à Montréal, mais en même temps que les Noirs étaient à Montréal depuis le début de la fondation de la ville, ou presque, des choses qui étaient complètement passées inaperçues et même liées à certaines personnes. Il y a même des gens qui avaient assisté à une conférence au moment de l'exposition et qui ne voulaient croire, ils refusaient de croire qu'il y avait eu de l'esclavage à Montréal malgré les documents historiques et les expositions. Alors cette exposition-là, elle allait chercher un personnage qui était devenu une héroïne pour une partie des élites des communautés noires de Montréal, parce qu'elle disait, et ça c'est vrai de toutes les communautés, elle veut dire, nous étions là bien avant le moment où vous pensez que nous sommes arrivés. Et ça c'est général. Donc si vous avez un Portugais au Québec ou en Nouvelle-France en 1750, c'est une preuve que oui, nous étions là avant, et ça c'est très important. Un autre événement qui était tout à fait intéressant, un projet pour l'hôtel de ville, c'est arrivé d'une demande d'un groupe de descendants, des fils et des filles, d'un groupe de personnes qui étaient mortes au moment de l'incendie d'un bar en 1972. Alors, ce qu'il y avait de particulier de ce bar, c'est qu'il réunissait des ouvriers anglophones d'un quartier de la ville qui était très haut. Donc, oui, il y avait des anglophones très riches à Montréal, parce que pendant longtemps, ils ont dominé l'économie. Il y a aussi des ouvriers qui sont à Montréal. Et ces ouvriers-là, aujourd'hui, anglophones, se retrouvent marginalisés depuis que le français est devenu l'affirmation de la majorité. Et la demande, c'était qu'ils disaient, écoutez, il y a eu un feu, un incendie, il y a eu des morts, et jamais on n'a reconnu par un monument, une plaque, quoi que ce soit, ce drame pour notre petite communauté. Alors, ce qu'on a fait, on s'est dit, écoutez, on a rencontré les représentants de cette petite communauté de descendants, et on leur a dit, écoutez, c'est très bien de parler de vos morts. Il y avait d'ailleurs un monument, un petit monument commémoratif qui était situé dans la ville. Et on disait, si vous voulez parler à tous les gens, à tous les Montréalais, c'est pas seulement, on n'ira pas une funéraille, c'est pas de refaire la funéraille, mais c'est de dire aux Montréalais, oui, mais si vous étiez dans ce bar-là, au moment de l'incendie,
Pourquoi ici? Alors, c'était ce bar, c'était un lieu de rencontre extrêmement populaire de cette communauté. Donc, on a fait une exposition où on racontait ce lieu, les mariages qui avaient lieu, les rencontres, le flirt entre des fiancés tout à coup qui se rencontraient et qui allaient se marier, pour que les gens comprennent combien cet incendie, ça avait été un drame pour cette communauté à cause de l'importance culturelle de ce lieu qui était pourtant à peu près connu de la plupart des gens. Alors, un autre phénomène particulier, Montréal a accueilli des réfugiés du séisme haïtien de 2010. Et on a eu mandat de réaliser un documentaire, donc une autre façon de faire, sur ces réfugiés-là, mais l'idée c'est de parler de ces nouveaux réfugiés haïtiens qui venaient rejoindre une communauté haïtienne qui existe depuis à Montréal depuis les années 60. Alors donc, ce documentaire raconte la rencontre entre ces anciens immigrants haïtiens très bien intégrés et ces nouveaux. Et donc, le choc culturel qui a eu lieu à l'intérieur de la communauté. Alors là, on avait tout à coup un choc qui n'était pas dû à la communauté d'accueil, mais à cette communauté haïtienne qui prenait en charge les réfugiés, mais avec complètement d'autres critères. Et eux, ils avaient évolué au Québec depuis les années 60, 70, 80, alors que les nouveaux arrivaient totalement haïtiens. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Le documentaire est disponible sur Internet sur le site du Centre Saint-Laurent. Alors, le patrimoine partagé ici, c'est une autre façon de le faire. Il y a eu, c'est un exemple de ce qu'on a fait. On a fait un concours photo sur le patrimoine religieux de Montréal. Évidemment, quand vous parlez de religion et de culte, vous avez des chances de rejoindre à peu près tout ce qui existe comme une communauté. Si on parle de temple, de mosquée, d'église. Et ça, c'est une autre façon, au fond, de réunir. Donc, en ayant une approche qui peut être très patrimoniale, mais tout à coup, d'aller chercher des lieux complètement inconnus de la plupart de Montréal. Et de les faire connaître et même d'inciter les gens à aller ici. Souvent, on ne sait pas que ces communautés sont très ouvertes. Ces lieux de font des cérémonies qui souvent sont très ouvertes à tout le reste de tous les gens qui ne sont pas de la communauté. Alors, un autre exemple, dans notre exposition permanente, on a installé ce bâtiment. Vous voyez, c'est un bâtiment de briques blanches. C'est un duplex. Alors, le duplex, c'est une habitation très typique de Montréal depuis le 19e siècle. Une habitation avec deux logements superposés. Il peut y avoir 3 ou 4 logements. Alors, les Italiens, les immigrants italiens qui sont arrivés dans les années 50-60, se sont intégrés dans le monde de la construction. Ils avaient accès à des matériaux. C'était des bons constructeurs. Ils ont donc repris le modèle montréalais. Ils l'ont construit avec des briques blanches et avec les caractéristiques d'une architecture populaire qui peut paraître riche à certaines personnes, mais vous avez devant les entrées à part des lions, par exemple des lions. À la place des yeux, vous avez des billes de verre. Vous avez des lauriers qui sont devant les façades. Alors nous, ce qu'on disait, ce qu'on dit encore dans l'exposition, c'est que le patrimoine, ça ne s'est pas arrêté en 1900. Le patrimoine, c'est un processus continu. Quand on crée quelque chose, potentiellement, ça peut devenir un patrimoine. Et nous, c'est une façon de dire qu'au fond, ce patrimoine créé dans des immigrants italiens, il fait partie maintenant de la collection de Montréal. Il témoigne de cette présence des Italiens à Montréal. C'est pas toutes les communautés, évidemment, qui laissent des traces de cette façon. Alors, les expériences partagées, et là, alors, les expériences partagées, je vais y aller un peu plus vite. Alors, une exposition sur la naissance. Un jeune hôpital nous demande de commémorer son histoire et on a expecté faire l'histoire de l'hôpital, ça peut être assez ennuyant pour la plupart des gens. On va plutôt, peut-être pour l'enfant, on va raconter l'histoire de la naissance et de la grossesse. Et dans ce thème, on est allé chercher les traditions qui sont autour de ça. Donc, on parle de l'hôpital, mais en parlant de la naissance, et en parlant de la naissance, on rejoint évidemment dessus, dans le monde, et toutes les communautés qui sont allées chercher certaines traditions particulières autour de la naissance. Ici, l'histoire des réfugiés qui sont arrivés à Montréal presque toujours. C'était un centre d'histoire orale qui avait produit l'exposition, on a reçu l'exposition.
ici, on a un événement qui est les années 40-50, Montréal et le Las Vegas d'Amérique du Nord, avant Las Vegas revient à l'époque. Et les Américains viennent s'amuser à Montréal. C'est un peu le là à l'âme aussi de l'Amérique du Nord, prostitution, maisons de jeu, des centaines de maisons de prostitution. Ça, comme on dit en anglais, ça souligne à Montréal, pas mal fort. Et alors, on raconte cette époque, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en racontant cette époque qui s'est déroulée dans un quartier particulier, on raconte aussi, on montre comment même le monde internaute était marqué par la diversité culturelle. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, dans le monde des bordels, vous avez des grands propriétaires, une propriétaire juive, une propriétaire italienne, une propriétaire québécoise francophone. Alors donc, la diversité, elle se joue aussi là. Il s'agit de la montrer. Alors, dans une exposition d'une œuvre, on avait parlé du phénomène sans identifier ce phénomène. Il y avait des telles juives, irlandaises, italiennes, ça fait partie du portrait. Évidemment, c'est moi ce qui valorise le plus de communauté, mais dans ce cas-là, c'était de raconter l'histoire d'une vie. Une chose qu'on fait aussi, une activité qui s'appelle faire partie de l'histoire, qui est le titre de la présentation. On s'en va dans les écoles, les classes d'accueil, et on demande aux jeunes qui viennent juste d'arriver, des adolescents, est-ce que vous avez un patrimoine? Évidemment, la réponse est non. On est arrivé avec nos valises, on n'a presque rien. Alors, se déclenche tout un processus pour redécouvrir le patrimoine familial et tout à coup aller demander à la grand-mère qui parlait tout seul de son passé. Et tout à coup, les jeunes se mettent à s'intéresser à ce passé, se mettent à découvrir des objets de ce passé. Ils sont souvent très très simples. Ça peut être des objets, un bijou qui a été donné par la grand-mère, ça peut être un objet qui rappelle la religion ou le pays d'origine. Alors, tout est possible. Et ces jeunes, ensuite, racontent devant la caméra cet objet en français. C'est un cours de francisation. Et ça fait l'objet de tout un site Internet. Je vous invite à aller vraiment regarder. Et ce qui est intéressant, on a réussi comme ça à avoir 2000 textes qui nous décrivent comment ces jeunes vivent l'arrivée à Montréal, le contact avec la ville. Et 500 vidéos où ces jeunes parlent de ce patrimoine familial. Il y aurait beaucoup à dire aussi encore là-dessus. Alors, une exposition qui se fait à chaque année avec ces jeunes-là dans différents lieux de Montréal. Et tout ça fait l'objet d'un site Internet. Alors, la mémoire, et je vais terminer là-dessus malheureusement parce que vraiment, je pensais beaucoup, je pense que le niveau est assez grand. Alors, un élément très très important dans notre histoire, ça a été la création de ce qu'on a appelé la clinique de mémoire. Donc, un outil qui nous permet de nous déplacer dans les communautés. Alors, on se déplace avec des numériseurs, des caméras, on travaille avec des bénévoles de la communauté. Et ce qu'on a fait, une des expériences qu'on a fait, ça a été d'abord avec les Portugais. Et dans ce cas-là, il y avait un phénomène de transmission immédiate. On formait des jeunes universitaires de collège de la communauté qui allaient interviewer au moment d'une fête, donc on célébrait ce patrimoine, ils allaient interviewer des gens de la communauté qui ne connaissaient pas. Et tout à coup, les histoires que leurs oncles pourtant leur avaient racontées et qui réclamaient, ça devenait une histoire sensible, vraie, très forte. Il y a des gens qui se mettaient à pleurer en racontant leurs premières années à Montréal, tout ce qui avait été de pertes diverses. Et il y avait une transmission immédiate, et on l'a vraiment transmis par des expositions, par un site Internet. Et cette expérience s'est déroulée de différentes façons, entre autres ici, dans la première application à polymotique de Montréal, qui fêtait en 2009 son 50e anniversaire. Et il y avait une célébration du 50e, on s'est inséré dans cette fête. Il y avait un box-pop, on se prenait avec une caméra, on faisait des entrevues de 20 minutes à peu près. Les gens apportaient des objets qui pouvaient être numérisés. Donc, c'était vraiment une célébration qui nous a donné du contenu extrêmement précieux, parce que c'est très difficile de réunir des gens de 50 ans. Et ce contenu a donné lieu à un site Internet et différentes opérations qui ont précédé et qui ont donné lieu par la suite à une exposition qui s'est appelée Quartier disparu. Parce que cette habitation-là a été construite sur un quartier qui a été rasé dans les années 50, 60, comme ça s'est fait partout dans le monde. Alors, on a raconté l'histoire de 3 quartiers de Montréal qui ont été rasés pour donner lieu à des infrastructures modernes. C'est une exposition qui a remporté des prix, qui a été extrêmement populaire. Et on est allé voir comme ça une trentaine de témoins qui avaient vécu sur toutes les
souvent des enfants, des gens qui avaient vécu, et qui racontaient l'histoire de cette perte, et qui n'était pas la perte d'un patrimoine local, mais la perte d'une communauté. Donc, la ville avait détruit, en détruisant les quartiers, moins des bâtiments, qui étaient souvent assez vieux, dans un mauvais état, mais une communauté qui était perdue. Alors, la même chose, un quartier de Montréal qui s'appelle Parc Extension, des opérations, bon, je peux vous en parler, on n'a pas fait. Alors, et je termine en disant qu'au fond, il y a aussi, comme je le disais au début, il ne faut pas oublier que chaque personne est en soi une histoire qui mérite d'être racontée. Et ici, on avait fait en 1999 une exposition à partir de photos de personnes issues de l'immigration. Vous aviez des personnes âgées, donc portrait d'une personne âgée avec la petite histoire, son transport. Je suis né à tel endroit, j'ai fait ça. Et vraiment, le visage de ces gens était une histoire en soi. Donc, dans leur rythme, dans leur attitude, dans leur vêtements, se lisait toute l'histoire de cette immigration avec ce petit texte. Et les gens sortaient pratiquement en pleurant. Donc, ce moyen extrêmement simple à partir de photos de grande qualité, ça a permis à des gens de connecter avec cette histoire de minorité, cette histoire d'immigration. Et après, évidemment, quand on entend ces récits, on ne peut pas être différent. C'est ça l'enjeu. Au fond, le musée est là pour mettre en scène, valoriser, créer une connexion émotive avec le grand public pour que cette histoire singulière soit une histoire partagée. En tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est notre défi. Merci. Más que presentar la pregunta, es una felicitación y todo un ejemplo de cómo a partir de algo aparentemente sin muchas posibilidades en un primer momento, eso obliga a quien está en un museo a sondear una serie de situaciones que finalmente resultan de lo más rico que pueda haber, ¿verdad? Y cómo ante esa carencia o esa carencia, por ejemplo, de aquí en México tenemos una cultura muy definida, rasgos muy marcados. El hecho de algo en este caso como ciudad en la cual los nativos son una parte minoritaria, con la gente que llega de fuera, cómo a partir de esa situación se obliga la persona que está en la música a sondear y buscar alternativas que resultan muy amplias y muy enriquecedoras. La cuestión emotiva que menciona es algo que, al parecer, en este trabajo es cotidiano o genera esta emoción muy frecuente. Entonces, una felicitación. Voy a tratar en español. El desafío es de continuar las experiencias y respetar las experiencias, porque una vez no es así. No, es mejor que más que una vez, porque tenemos experiencias que hacemos de nosotros expertizos. Y como la clínica de menor, fui una vez, dos veces, y ahora estamos capaces de cambiar la forma y de tener una reflexión sobre los sucesos y al contrario,
Y es muy importante que hablamos juntos de estas experiencias, porque un problema es que cada museo tiene invenciones muy interesantes, pero no conocemos estos. Y invenciones van a funcionar como en la ciencia, como si hay un desarrollo permanente, si hay personas que tocan esta experiencia y cambian ella y la forma hay evolución de la forma, porque aquí, y como vamos a hacer una experiencia como con el Museo de Francia para compartir experiencia. Vamos a hacer una experiencia del Museo Francés en Montreal, y el Museo Francés va a experienciar una experiencia de Montreal en Francia y adaptar, y después vamos a discutir el suceso, no si funcionar, no funcionar, y creo que es un imperativo para el futuro de comunicar las experiencias, y porque como en la industria hay inventores y después hay personas que distribuyen, y hay técnicas, hay métodos en educación, en todo. El Museo de China, cada museo hace cosas diferentes, y después la exposición, después la actividad. La creatividad es tan importante en los museos que tenemos que haber una método para compartir, para desarrollar. Estamos muy artistas, muy inventores. Dos preguntas, pero que quería hacer línea. Si hay posibilidad de saber qué indicadores utilizan para medir el éxito y cruzarla con el gasto, presupuesto, el dinero que se utiliza, ¿no?, para tener resultados. Indicadores y el gasto. Indicadores es una parte menos fuerte, porque estamos ahora todavía artistas, más artistas y creadores. Experimentamos, pero indicadores y personas que número de las personas que participan, personas que presentan las exposiciones, los premios internacionales para la exposición escandal. El tercero de una asociación, la más importante asociación americana de historia y local y nacional para la exposición de juego olímpico de historia en Estados Unidos. Es un indicador, pero es menos fácil de saber si los objetivos de cambiar las mentalidades de los visitantes
visitantes, si la comunidad va a continuar de se abrir a los otros montrealenses, es más difícil porque para tener una relación fuerte con una comunidad necesitamos tiempo, personas como José Michel. No es fácil para un museo porque un proyecto para visitantes necesitamos de cambiar mucho los proyectos, pero para comunicar y tener una relación con una comunidad necesita tiempo. Y para los niños, el presupuesto de Centre Espoir para proyectos $140,000 per año para 2 instituciones, actividades. Hemos hecho, hay la Ciudad de Montreal, el municipio de Montreal que se ocupa de la estación también. La creatividad y la llave de suceso, pero es posible hacer proyectos sin mucho dinero que se hace suceso de creatividad, efectos. Como esta bueno, haremos un receso en el programa, ustedes lo tienen, saben. Vamos a entregarle un reconocimiento a nuestro participante por su presencia acá. Ella es directora del Museo del Pueblo. Nos pertenece. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto tener aquí en Guanajuato un evento de esta magnitud y bueno, estar retroalimentándonos con todos los conocimientos que comparten y bueno, ver a Gina Ulloa aquí, gran amiga desde hace tiempo, a las directores de otros museos. Es un gusto estar aquí, le agradezco mucho a Gaby y al licenciado Víctor Escobar por la oportunidad de haber muchas gracias, Guanajuato es su casa, bienvenido. Pues si no conoce las fechas de trabajo, la lista los hemos compartido distribuido en 4 mesas y la comida va a ser en el restaurante La Tasca de la Paz. Hay unos croquis para quien no conozca dónde está ubicado el restaurante. Buenas tardes y bienvenidos.